Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes bien en direct sur la chaîne Twitch de Science et Avenir. On est de retour. C'est pas tout à fait le mois de septembre, mais on fait déjà notre rentrée. Je suis très content d'être avec Christophe Bonal. Bonjour Christophe. Bonjour Olivier. On se connaît depuis fort longtemps. Absolument, c'est bien. Christophe est ingénieur au CNES, l'Agence spatiale française. Il est spécialiste des lanceurs et effectivement, je le remercie pour ça. J'ai eu souvent l'occasion de solliciter ces lumières pour des papiers, mais c'est la première fois qu'on fait un exercice comme ça. Absolument. Donc, et avec très grand plaisir. C'est un peu une inconnue. On va voir comment ça tourne, mais je ne doute pas qu'avec Science et Avenir, ça tourne fort bien. Alors, il y a un élément de suspense, effectivement. Et alors, le suspense, il est porté par le sujet de notre émission, parce que si on fait ce direct aujourd'hui, lundi 29 août, alors que d'habitude, vous savez que nos Twitch, on essaie de les faire le jeudi. Aujourd'hui, c'est un lundi, et lundi, c'est pas ravioli, c'est SLS, c'est le jour du lancement du lanceur super lourd de la NASA à destination de la Lune. Alors, pas d'ambiguïté, dans le lanceur d'aujourd'hui, dans la fusée d'aujourd'hui, il n'y a pas d'astronaute, il y a bien la capsule qui, dans quelques temps, dans quelques années, va transporter des astronautes pour la Lune. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, c'est un tir d'essai en quelque sorte, et c'est le premier de cette nouvelle campagne dont on va parler qui s'appelle Artemis 1. Avant de commencer à proprement parler, alors on salue déjà Pamela Tess et Benko 767 qui nous rejoignent. Un mot quand même sur la rentrée de Science et Avenir, parce que Science et Avenir, c'est sur le web, c'est un site web quotidien animé par une équipe de journalistes publiés en temps réel, mais évidemment, c'est aussi chez les marchands de journaux. Le dernier numéro de Science et Avenir, le mensuel, vient de sortir. Voilà, c'est un sujet spatial aussi, un message de l'univers lointain. Le journal, il est en kiosque depuis quelques jours. On a le hors-série qui est thématique sur les phénomènes intrigants, les phénomènes étranges. Il y en a 50 en une de ce magazine. Également en kiosque, le trimestriel thématique. Il y a la recherche. Alors, Christophe, on est emparé, donc c'était un peu loin de là. Voilà, merci Christophe. Donc c'est le dernier numéro, voilà, le trimestriel de la recherche qui fait sa couverture sur la préhistoire. Bonjour à Foutata, Xavier 83 340, AF Nico, voilà, il y a même des collègues qui nous regardent, c'est sympa. Et puis il y a le numéro aussi spécial consacré à Yves Coppens, vous savez, le grand scientifique, le grand paléoanthropologue, co-découvreur de Lucie, l'Australopithèque Lucie. Yves Coppens est décédé fin juin. C'était un compagnon de route de Science et Avenir. Aussi, quand il est parti, la rédaction s'est mise en ordre de marche pour faire ce numéro spécial qui est un hommage aux savants et aussi à l'ami de Science et Avenir. Oui, très grand personnage. J'ai eu le plaisir de le côtoyer plusieurs fois dans des interviews et autres. Charismatique, formidable. C'était quelqu'un de très généreux et qui aimait partager les connaissances qu'il avait en lui. Alors, Rocky Racer, voilà, vous commencez à affluer sur ce direct. Alors, déjà, moi j'avais une question quand même, parce qu'on parle de lanceur, on parle de fusée, une question de vocabulaire, mais enfin pour caler un peu les choses. Vous êtes spécialiste, expert en lanceur au CNES. Oui. Dans la vie de tous les jours, on va parler de fusée. Est-ce qu'il y a une différence entre les lanceurs et les fusées? Allez, un lanceur, ça lance quelque chose, c'est-à-dire une charge utile. Okay. Un satellite. Voilà. Une fusée, c'est le principe de fonctionnement, le principe de réaction. Une fusée de feu d'artifice, par exemple, c'est pas un lanceur, il n'y a pas de charge utile. Okay. Donc, on peut parler d'une fusée, la fusée Ariane 5, oui, ok. Dans notre jargon, donc, on préfère le mot lanceur quand il y a la notion de je lance une charge utile, je lance quelque chose. Et auquel cas, là, on sépare très bien, on va certainement en parler là, mais on sépare très bien le lanceur, l'objet qui va finalement fournir toute l'énergie à quelque chose qu'on appelle la charge utile. Là, c'est Orion aujourd'hui. Orion, voilà. Donc, c'est la capsule qui aujourd'hui est vide, mais qui demain, c'est-à-dire dans quelques années, accueillera les astronautes qui partiront vers la Lune. Absolument. La capsule d'aujourd'hui, elle est
quasiment complète, hein, il manquerait juste les quelques bipèdes dedans. Hein. Oh, elle ressemble pas mal à une capsule de type Apollo, c'est-à-dire c'est un cône avec un grand bouclier hémisphérique, enfin tronçon d'hémisphère en dessous, bouclier thermique. Donc avec des pavés qui permettent de tenir la très très haute température au moment de la rentrée, on monte à 2700 degrés Celsius, hein, voilà. Donc pendant la rentrée, avant le splashdown dans le Pacifique, au large de la Californie, et dans la capsule, donc finalement, il y a une structure forte, vraiment, dans laquelle il y a toutes les installations de vie, si vous voulez, et sur la base du cône, vous avez tous les équipements du genre propulsion secondaire, on trouvera les parachutes en haut, etc. Donc c'est quelque chose qui ressemble quand même très fortement à du Apollo. C'est un très bon choix, parce que c'est un choix robuste, c'est un choix qui est bien connu, qui a été confirmé, si vous voulez, même quelque part, même le Dragon Crew de SpaceX, il ressemble, hein, beaucoup. Hein. Après, il y a des variantes au niveau de la forme, mais alors quand on voit les images du Dragon Crew, par exemple, de SpaceX, on a quand même passé un pas par rapport à ce qu'étaient les capsules Apollo, qui étaient très exiguës. On avait l'impression qu'il fallait rentrer au chausse-pied ou un Soyouz. Hein. Là, c'est quand même plus confortable, non? Oui, ils ont pris oui, c'est plus confortable. Il faut comprendre également qu'à l'époque, par exemple, un ordinateur de bord, c'était un machin qui avait la taille d'un micro-ondes, et encore, peut-être plus. Hein. Aujourd'hui, c'est la taille d'un smartphone. Ouais. Donc, forcément, du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de place. On a fait énormément de progrès pour tout ce qui est câblage, pour tout ce qui est agencement, pour tout ce qui est... Et on a fait énormément de progrès en ergonomie, hein, également, au point de vue installation des équipages. Mais bon, même déjà à Apollo, il y avait quand même un peu de place, quoi. D'accord. Alors, bon, on va voir un peu tout ça parce que, bon, d'abord, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences et Avenir. Et puis, on est avec Arthur Langlois, qui est de l'autre côté de la caméra, qu'on ne voit pas, mais qui est notre orfèvre en technicité, puisque c'est le vidéaste de l'équipe. Et c'est lui qui nous a fait ce plateau qui nous permet de faire ce live. Et Arthur, tu vas nous montrer la vidéo, hein, du lancement, hein, c'est-à-dire qu'il suffit de rester avec nous et vous verrez le live de la NASA. Peut-être d'ailleurs tu peux nous en montrer un avant-goût, Arthur. Alors pour l'instant on ne voit pas grand-chose. On voit quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on voit là, Christophe? Mais pour le moment on est dans une période qui s'appelle le hold down. Là on voit toute la partie arrière du lanceur. Au tout premier plan de l'espèce de cylindre avec une jupe, là c'est l'un des deux boosters, les gros propulseurs solides, hein, blancs, avec on voit les quatre damiers là. Voilà, les petits damiers. Et puis au milieu, donc on voit le bas de l'étage central avec, on voit deux des RS-25, les moteurs cryotechniques qui sont de l'héritage de la navette américaine. Et là, donc, on ne voit pas, enfin, il faut vraiment avoir de bons yeux pour deviner le deuxième booster qui est derrière. Donc là, ils sont tous les trois étages sont alignés. Voilà. Et donc là, pour le moment, on est encore en phase de hold down, c'est-à-dire dans le compte à rebours, ils ont prévu une période tampon, hein, de manière à pouvoir gommer s'il y avait des problèmes avant. Hein, j'invente n'importe quoi, une opération de remplissage qui devait durer 10 minutes, elle en dure 12. Bon, il ne faut pas que ça décale tout le lancement. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est assez rusé, c'est finalement pour gommer ces 2 minutes et autres, etc. À la fin, ils décident, une fois qu'on a fait toutes les opérations critiques, on met 30 minutes volontairement d'arrêt, de manière à absorber tous les retards potentiels qu'on aura. Et donc, c'est pour ça que c'est là où on en est en ce moment. Et donc, c'est là où, si vous regardez le décompte, le compte à rebours, vous verrez que pour le moment, on est figé, hein, à moins 40 minutes, je pense. Alors, cette image iconique, pour utiliser un mot qui est très très à la mode en ce moment là, de la silhouette de la fusée qui est sur le pas de tir, donc elle est accrochée. Vous pouvez peut-être nous la décrire, justement, qu'est-ce qu'on voit finalement, hein, dans cette image qu'on voit tout le temps, mais qu'on ne peut pas interpréter. Donc le lanceur est posé sur ces deux gros boosters. Là, on voit, c'est donc les deux cylindres blancs des deux côtés, surmontés par un cône blanc. Le cône est là juste pour faire de l'aérodynamique, pour bien pénétrer dans l'air au moment du lancement. Et donc, ces deux gros boosters sont posés sur ce qu'on appelle la table de lancement. Hein, c'est-à-dire une table sur laquelle le lanceur aurait été intégré entièrement. Entre ces deux boosters est suspendu l'étage central qu'on voit ici, donc de couleur orange. Et sur
Sur l'étage central, il y a l'étage supérieur. Sur l'étage supérieur, il y a Orion, qui est la charge utile. Ça veut dire que le gros corps central orange là qu'on voit ici, il ne repose pas sur le sol, lui. Non, il ne repose pas, il touche pas le sol. Alors, il touche le sol par les orifices d'interface, les interfaces de chargement en ergol, par exemple, pour charger l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide. Il y a on les verra peut-être à un moment ou à un autre, mais il y a ce qu'on appelle les ombilicaux de remplissage au sol, donc qui font le lien entre le sol et le corps central. Mais par contre, c'est pas par là que reposent les efforts. Ok. Donc là, on est posés sur les deux gros boosters et qui eux-mêmes sont tenus chacun par 4 gros boulons explosifs. Donc au moment où on dit bon, on y va, hein, on allume les 2 gros boosters et on explose les 8 boulons, et à ce moment-là, on part. Alors bonjour à Sun Siseit, à Toanou qui nous ont rejoints. Alors évidemment, vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez poser surtout des questions à Christophe Bonal qui répondra dans ce chat. Dans la mesure du possible. Alors, je suis sûr que. Et donc, je n'ai pas complètement répondu encore. Oui, donc oui. là j'ai parlé du lanceur, donc, qui repose sur sa table, mais derrière, il y a ce qu'on appelle le mât ombilical, qui est le gros truc qu'on voit derrière. C'est quelque chose qui est énorme, le total. Chevêtrement Absolument, je crois que ça fait 5000 tonnes, alors que le lanceur fait 2800 tonnes. Donc, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus haut. La somme des deux, c'est à peu près l'équivalent de la Tour Eiffel, si vous voulez, entre le lanceur et la table de lancement avec son mât ombilical. Et le mât ombilical, comme son nom l'indique, contient tous les ombilicaux qui permettent de relier le sol avec les étages. Par exemple, pour remplir l'étage supérieur, pour climatiser les différents compartiments, etc., etc. Faire les liaisons radioélectriques et autres. Alors, par exemple, là, Orion, la capsule dans laquelle, dans quelques années, iront les astronautes, c'est l'extrémité blanche tout en haut, conique. Alors, pas tout à fait tout en haut, on va le voir un tout petit peu après. Parce que, voilà, super, merci la NASA. Donc, on voit, c'est effectivement la zone qui est conique, un peu courbe. En réalité, la capsule est en dessous. Et ce qu'on voit là de conique un peu courbe, c'est une coiffe de protection aérodynamique qui va être éjectée une fois qu'on sera sorti de l'atmosphère. Et par-dessus ça, on voit une espèce de tour. Vous voyez 3 des petites tuyères qui s'appellent le Launch Abort System, c'est-à-dire c'est le système d'abort de lancement, c'est-à-dire c'est le système de secours. Le système de secours, c'est évidemment tout va très bien se passer, il n'y a absolument aucun problème, mais s'il y a un problème, il faut quand même essayer de sauver l'équipage. Et donc le truc, c'est un système propulsif, de propulsion solide, extrêmement sophistiqué, et qui permet d'arracher complètement toute la partie haute du lanceur, donc la capsule Orion, la coiffe, etc., et de la propulser loin d'une éventuelle boule de feu. Mais avec quel carburant? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un réservoir là dans la partie supérieure. Alors, il faut faire attention, on regarde le petit cylindre là qu'on voit, il fait 8,40 m de diamètre. Donc forcément, au-dessus, là, le Launch Abort System, il fait, je ne sais plus, je triche, je vais aller chercher mes anti-sèches, mais je vois, il est quand même assez lourd. Oui, là, il y a l'effet de perspective qui trompe la donnée. Alors là, on est passé sur une autre vue, on est à Cap Canaveral, on est de l'autre côté du bras. Alors voilà, on commence à avoir des questions de Fizom. Fizom, Christophe dit, bonjour, connaissez-vous la hauteur de la plus haute fusée et son poids jamais construite? Alors Pamela Tess dit que non, elle ne la connaît pas. Alors justement, on va pouvoir... Alors, j'ai préparé mes anti-sèches quand même, parce que je me suis amusé, justement, il y avait toute une polémique un peu avec les Américains qui disaient que c'était le plus gros lanceur jamais construit et tout, le plus puissant. Effectivement, c'est ce qu'on dit là. Voilà, tous les papiers commencent comme ça. Donc, quand on va chercher, ça dépend complètement des critères. Donc là, pour répondre juste à la question, le plus haut qui a été construit et qui est volé, on ne parle que de ceux qui ont déjà volé aujourd'hui, c'était Saturne V. Saturne V faisait 111 mètres. Donc Saturne V, c'est le lanceur d'Apollo, le lanceur historique. Voilà, qui a placé et qui a permis à 12 bipèdes de marcher sur la Lune. Alors très près derrière, à 110 mètres de hauteur, de longueur, il y avait l'équivalent de Saturne V côté soviétique, qui s'appelait la N1. 110 mètres. Mais a-t-elle volé celle-là? Ah oui, elle a volé 4 fois pendant au total 4 fois 10 secondes. Ah oui, c'est ça. Oui, mais elle a volé. Okay. Bon, on rigole pas. Okay. Et puis, donc SLS fait 98 mètres. Donc on n'est pas loin quand même.
Mais c'est pas la plus haute. Ah, donc SLS est bien plus petite que Saturn V. 10 mètres, 13 mètres de moins. Voilà, vous avez bien spécifié, Christophe, qu'il s'agissait des lanceurs qui ont volé. Quand même, une petite parenthèse sur le Starship de Musk dont on parle tout le temps. 119 mètres. 119. Donc évidemment, avec lui, c'est toujours pareil. Il est plus grand que les autres. Mais enfin, il sera plus grand que les autres quand il aura volé. Voilà, il n'a pas volé. Et puis, est-ce qu'il a été assemblé en tant que tel? Oui, tout à fait. Il a été assemblé. On a déjà eu les photos. Ils ont fait tous les assemblages de manière à vérifier toutes les interfaces, etc. Puis après, avec Musk, c'est toujours un peu compliqué de suivre l'histoire. Donc, il l'a assemblé, il l'a désassemblé, il l'a réassemblé, il l'a désassemblé. Je me demande si, quand même, aujourd'hui, il n'est pas assemblé. D'accord. Alors, dans la question de Physome, il y avait la question du poids aussi. Donc, en termes de poids, vous disiez, Christophe, que si on faisait la somme de la SLS et de son bras et de cette structure métallique, on avait de la table. La table, c'était supérieur à la Tour Eiffel ou à peu près équivalent à la Tour Eiffel. Comparable, oui. Voilà. Oui. Donc, ça veut dire quoi, ça, en termes de poids pour le SLS seul? Alors, c'est un poids lourd, quoi. Oui. Le SLS, c'est un poids lourd. Alors, il y a un truc qui est très clair, hein, il y a différentes classes de lanceurs. Il y a les lanceurs, je dirais, un peu classiques, les Ariane 5, Falcon 9, etc. Là, on parle de lanceurs qui sont dans les 800 tonnes, 700 tonnes, 600 tonnes. Là, on est sur des gammes nettement supérieures. Il faut aller vers la Lune. La Lune, c'est loin. Il faut y aller avec une charge utile significative si on veut pouvoir récupérer quelque chose. Donc, tous ces gros lanceurs-là, on parle de 3000 tonnes à peu près. Donc là, pour être précis, la plus lourde qui est volée jusqu'à maintenant, mais c'est encore Saturne V, 3040 tonnes, suivi de la N1, 2735 tonnes, et suivi de la SLS qui est à 2628. D'accord. Mais donc, ça se tient dans un mouchoir de poche, mais c'est pas la plus grosse. Ok. Alors, bonjour à Yurika 6969. D'autres questions arrivent. Alors, Mintberry Crunch dit: Salut, j'ai vu une vidéo de la NASA qui dit que les deux boosters latéraux fournissent près de 70% de l'énergie pour décoller. Comment l'expliquer vu qu'ils sont si petits comparés au corps principal et ses moteurs? C'était une question de comburant et carburant. Absolument, mais ils sont pas si petits que ça. Ils font quand même 650 tonnes chacun. Hein, donc, c'est 650 tonnes de propergol solide. C'est énorme. Donc, le corps central fait 900 tonnes. Par contre, il faut comprendre que le corps central, on va le brûler en 8 minutes, alors que les boosters, on va les brûler en 2 minutes. C'est-à-dire, on va brûler 1300 tonnes de propulsion solide en 2 minutes. Et donc là, forcément, les débits sont absolument phénoménaux. Donc, la poussée au décollage représente, je suis un petit peu étonné, du 70%. Je pense que c'est plus près de 80%. À peu près. Alors, les questions affluent. La Donzo24, bonjour. Pourquoi? Alors, ça, c'est intéressant. C'est sur le pourquoi d'envoyer d'abord une fusée sans personne à l'intérieur. Pourquoi devrions-nous envoyer une navette sans équipage humain sous prétexte de tester le matériel alors que nous avons déjà envoyé des hommes avant, à moins qu'une mission de test puisse être envoyée comme celle-ci. Il manque peut-être un mot. Voilà, oui, l'idée c'est une question absolument fondamentale et c'est la clé de la mission d'aujourd'hui. La mission d'aujourd'hui, répétition générale, c'est vraiment un test. Il faut comprendre que le lanceur, il est complètement extrapolé par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il faut se souvenir quand même que Saturne V, c'était 68, c'était donc un lanceur qui avait été développé dans les années 60 et autres. Depuis, on n'a pas refait. Donc là, il faut comprendre, les boosters sont 25% plus gros que les boosters de la navette de l'époque. Là, il y a le corps central est beaucoup plus gros, il y a 4 moteurs. Le lanceur est beaucoup plus lourd. C'est quelque chose qui pose énormément d'inconnus. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se permettre de juste, dès le premier vol, de lancer comme ça. Il y a quelques points qui sont importants. Il y a énormément d'éléments qui ne sont pas testables au sol. Je prends par exemple on a, je sais pas, une cinquantaine d'exemples comme ça, mais par exemple le bruit au décollage. Le bruit au décollage, alors, je sais pas, juste sur mon Ariane 5, entre les deux boosters, on a à peu près 180 décibels. Donc là, ça va être beaucoup plus, parce que c'est des trucs qui sont beaucoup plus gros. Donc pour qualifier, pour comprendre le comportement de la zone arrière, notamment des moteurs du corps central, sous une ambiance acoustique de ce genre-là, mais c'est pas faisable au sol. On ne peut pas tester des moteurs fusées en fonctionnement avec 280 ou 190 dB à côté. Donc le seul moyen pour vérifier que ça marche, c'est en vol. Et puis en vol, on n'a pas moyen au sol de tester quelque chose
chose qui fonctionne à 5G au point de vue de l'accélération, ou au contraire à 0G, il faut aller en vol. Des lanceurs aussi grands comme ça ont comme particularité qu'ils ont des modes de vibration avec des fréquences très basses. On montre que plus la fréquence est basse, moins c'est amorti. Donc on peut avoir des problèmes de vibration qui ne sont pas simulables au sol. Donc il faut aller en vol. Est-ce qu'on peut dire qu'on a dû, pour un lancement comme celui, réapprendre des choses qu'on savait, j'allais dire parfaitement, c'est peut-être excessif, mais qu'on savait tout à fait faire à l'époque d'Apollo, et qu'on a oublié parce que, alors c'est pas qu'on les a oubliés, mais il y a eu une déperdition de matière grise, enfin les générations disparaissent, et les gens sont plus forcément formés à ça. Oui et non, en sens que quand même les techniques de calcul, par exemple, ont changé. Maintenant, on a tout ce qui est en éléments finis, tout ce qui est ça, c'était pas disponible à l'époque. Quand même, Saturne V, c'était beaucoup à la règle à calcul. Aujourd'hui, on a quand même changé énormément. On a des méthodes beaucoup plus fiables au niveau des calculs. Donc, je dirais, il y a eu certainement une déperdition sur tel ou tel domaine. On est tous dans ce cas-là. Hein, c'est dommage que le vieux ait pris sa retraite parce que lui, au moins, il savait. Voilà, vous voyez. Mais sinon, non, je pense que ça, c'est quand même à peu près anecdotique. On sait faire. Par contre, on savait le faire. Il faut pas le réapprendre, mais il faut le refaire. Il faut comprendre, adapter les nouvelles méthodes, connaître, par exemple, les matériaux ne sont plus les mêmes, ne sont plus strictement les mêmes du tout. Donc, caractériser correctement les matériaux, bon, ok, c'est des thèses et des thèses là-dessus. Ah, il y a une petite question là c'est pas une petite question, c'est une question que j'aime bien parce qu'on en a parlé juste avant le direct et moi aussi elle m'intriguait, cette couleur orange, hein, Berry Crunch. Je me pose la question, est-ce qu'elle a une raison particulière? Est-ce que c'est pour bien suivre le lanceur dans le ciel? Alors en réalité, il faut comprendre, il n'y a pas de peinture. Le seul endroit où on peut mettre des peintures, c'est sur les objets qu'on va larguer très rapidement. Alors pourquoi il n'y a pas de peinture? C'est vrai que ça va de soi quand vous le dites, mais j'y avais pas pensé moi. Bizarrement, si on peint le corps central, même pas beaucoup, ben c'est des tonnes et des tonnes de peinture. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc ça, on ne se le permet pas. Ouais. On se le permet sur les boosters. On verra peut-être que sur les boosters, je crois qu'il y a un grand NASA, et encore moins qu'il l'ait retiré avant. Mais ça, c'est normal parce que les boosters, donc on va les larguer au bout de 2 minutes. Donc si vous voulez, l'impact de la surmasse sur les boosters devient négligeable. Pareil sur la petite coiffe, probablement il y a des logos sur la petite coiffe parce qu'elle va être larguée également avec le Launch Abort System. Alors le orange là, ce qu'on voit, en fait, donc c'est pas une peinture, c'est une espèce de revêtement complet, très très fin, qui sert de conductivité électrique, électrostatique. C'est pour les puristes, on fait une cage de Faraday. Parce que comme ça, finalement, ça permet de faire une mise à la masse de l'ensemble du lanceur. Donc c'est fait pour avoir une continuité électrique au niveau du lanceur. Alors oui Arthur. Hein, on est à quelle heure il est là? Il est 1h54, donc normalement c'est vers 30, on a encore le temps d'en parler. Et alors il faut quand même poser la question déplaisante, mais qui est nécessaire, hein, qui est posée par Rems LOL44 Chicken, et celle d'un lancement catastrophique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si ça explose? Est-ce que ça décrédibiliserait, demande notre internaute, la mission Artemis? Est-ce que ça annule est-ce que ça annule la possibilité du retour des astronautes sur la Lune? Je vais pas avoir une réponse très claire, mais ça dépend. Faut voir. Ça dépend de la nature de la catastrophe. Évidemment, si on trouve tout de suite que c'est un truc tout bête, vraiment, je sais plus, il y a eu un lancement américain il y a quelques années où ils avaient entortillé 2 câbles, hein, comme ça, au lieu de avoir 2 câbles qui étaient bien séparés, les 2 passaient. Donc au moment du décollage, arraché l'un des 2, la mission a échoué. Incroyable. Et là, vraiment, donc, ils l'ont retrouvé juste après. On regarde mes photos, il y en a un qui dit mais attendez, là, ça passe là. Ça, c'est le genre de truc, si vous voulez, où si vous savez que c'est juste ça, bon, c'est moins grave. Si vous avez un vrai problème, je parlais de mes vibrations, par exemple, si on a un vrai problème de vibration non contrôlée qui engendre des niveaux qu'on n'a pas maîtrisés, un des phénomènes qu'on craint beaucoup là au moment du décollage, c'est ce qu'on appelle l'onde de souffle. L'onde de souffle, c'est quoi? C'est au moment de l'allumage des 2 très gros boosters, vous avez finalement un genre d'effet de piston lié à la sortie brutale, soudaine, des tonnes de gaz qui sortent à des vitesses phénoménales, ça sort à 20 000 km/h, hein, et qui crée une onde de souffle qui vient frapper le lanceur, qui va
qui va lui donner une baffe comme ça. Ah oui. Le tout premier vol de la navette américaine, Oui. avec Crippen et Young, Oui. ils avaient légèrement sous-évalué l'effet. Oui. Le lanceur, donc la navette, Oui. a bougé comme ça en rentrant dans le domaine plastique. C'est-à-dire, même pas élastique, le truc, il a subi des efforts, ils ont failli exploser sur le pas de tir. Ouais. Voilà, je peux vous dire que là, il y a eu quelques besoins de retouche un peu avant le deuxième vol. C'était le premier tir de la navette. C'était le premier tir de la Et navette. donc elle n'est pas partie. Si, elle est partie. Elle est partie parce que l'onde de souffle était liée à l'allumage des deux moteurs. Oui, et voilà, et donc, de toute façon, le coup était tiré. Voilà, et ils s'en sont rendus compte qu'après, hein, bien sûr. Donc, oui, quand même pour compléter la question, donc ça décrédibiliserait. Oui, c'est évident que s'il y avait un échec majeur, ça remet en cause. Typiquement, un échec, c'est dans les 12 à 18 mois minimum, si on comprend très bien, hein, de décalage. S'il y a des problèmes viscéraux, vraiment des problèmes, là, ça peut être plus, quoi. Il y a une question qui m'intrigue moi depuis longtemps, et là, avec votre intervention, je remets le doigt dessus, c'est que vous décrivez, Christophe, deux tuyaux entortillés qu'on peut détecter ensuite, après la catastrophe, sur des photos. Ça veut dire que, évidemment, on sait qu'un lancement comme celui-là, il est criblé d'images, on en voit nous-mêmes, mais il y a plein d'autres images que nous ne voyons pas, que voient simplement les gens de Cap Canaveral. Il y a plein de petits appareils photo partout qui scrutent. Il y a une sorte de scannage. Évidemment. Et c'est là où je dirais, si vous voulez, on a fondamentalement confiance dans nos collègues de la NASA, c'est-à-dire l'image que je montre, etc. Je veux dire, cette image-là, ils sont 30 à l'avoir vue. Et donc ça ne peut pas réarriver. Ouais. En plus, traditionnellement, on dit que quelque chose qui est déjà arrivé ne réarrivera pas. Parce que là, évidemment, ils sont pleins à dire, attendez, vous avez bien vérifié qu'il n'y a pas les deux câbles. Donc, on peut avoir très très fortement confiance que quelque chose qui est déjà arrivé ou quelque chose qu'on connaît ne réarrivera pas. Et là, la NASA, ils sont vachement sérieux. Ouais. C'est-à-dire vraiment, les myriades d'images ont été scrutées. Ouais. Faut vraiment... Aujourd'hui, quand même, hein, donc vous montez un boulon quelque part, ouais. Vous vérifiez le boulon, vous avez quelqu'un à côté qui vérifie que vous avez bien mis le bon couple, qui prend la photo du boulon, qui vérifie. Après, on met le fil frein et tout. Bon, en fait, c'est du sérieux de chez sérieux. Bon, on a dit que ce vol-là était vide. Il a sous sa coiffe la capsule Orion qui demain transportera des astronautes. Mais comme le dit Tantor, alors Tantor nous fait des messages un peu subliminaux, mais peut-être qu'il vous parle davantage à vous qu'à moi. Mais Tantor nous dit le vrai vol habité, ce sera pour quand? Combien de passagers? Alors en principe, le vrai vol habité, si tout ce qui est bien, c'est Artemis 3, c'est-à-dire c'est probablement dans 2 ans. Dans 2 ans. Non, allez, mettons 3 ans quand même. Hein, et alors Artemis 2, ça sera quoi? Ça consistera en quoi? Ce sera probablement, si tout va bien, si ça se... Oui, là on est dans le scénario parfait qui se déroule. Le Artemis 2, donc 2023-24, là déjà, normalement, il devrait y avoir 4 passagers. Dans Orion, dans la capsule Orion. Dans la capsule Orion, alors qu'ils ne sont pas destinés qui sont destinés à aller faire un tour du côté de la Lune, mais pas s'y poser. Il n'y a pas la Gateway, il n'y a pas voilà. D'ailleurs, sur les 4 passagers, vous avez parlé de la Gateway. Donc il fait la capsule Orion dans Artemis, fait le tour de la Lune et revient sur la Terre. Exactement. Et dans Artemis 3, elle se pose pour de vrai sur la Terre. Pas la capsule directement. Non, là en principe, elle s'accroche soit à la Gateway dont on va beaucoup parler, soit au Human Landing System, soit à quelque chose d'un genre de LEM qui attendra là-bas et qui permettra de faire la transition. Alors là, on a plein d'infos. La Gateway. Orion ne peut pas se poser sur la Lune. Voilà. Okay, on est clair. Orion, ça permet d'aller au voisinage de la Lune, soit en orbite basse-lunaire, soit sur une orbite très très particulière autour de la Lune. Et là, elle peut transférer ses passagers vers le taxi de la dernière route qui permet d'aller de cette zone-là au sol lunaire. Voilà. Alors au jour d'aujourd'hui, dans le scénario d'Artemis 3, le taxi qui va relier la capsule Orion au sol lunaire, justement, c'est le Starship de Musk. Ça pourrait l'être, oui. Voilà. Il a des compétiteurs, il a notamment le Bezos. Exactement. Le Blue Origin de Bezos. Et donc là, on est dans Artemis 3, et Artemis 3, si vous disiez qu'Artemis, donc, ce serait d'ici 2 ou 3 ans. Oui, là, je reprends le discours officiel des Américains qui est il pose le pied sur la Lune en 2025. 2025. Alors, il y a des questions sur justement cette période où demain, après-demain, 2025, il y aura des humains qui seront sur la Lune. Quelle est la finalité de tout ça? Pourquoi renvoyer les gens sur la Lune? Et on pose la question, Matov Steel pose la question de la base lunaire. Donc, est-ce qu'on est dans un scénario où demain, après-demain, il y aura une base lunaire avec en permanence des bonshommes
et des madames à l'intérieur. C'est crédible, ça dépend de ce qu'on va trouver là-bas. Il y a un élément qui est absolument fondamental, à mon avis, par rapport à Apollo, mais là c'est un peu de mon interprétation. Apollo, c'était de la première exploration. On y va, on regarde, on voit à quoi ça ressemble. Il y a juste eu Apollo 17 avec Harrison Schmitt, où réellement ils avaient commencé à bien faire de la bonne science. Mais si vous voulez, là, aujourd'hui, la connaissance qu'on a de la Lune est bien plus élevée que ce qu'on avait à l'époque. Notamment, on a trouvé de l'eau. Ça, c'est quelque chose, ça, c'est une révolution. Alors, de l'eau, il faut préciser, de l'eau glace solide au fond d'un cratère du côté du pôle sud, et où là, l'eau, ça change tout, parce que l'eau, si on commence à la réchauffer, à la vaporiser, à l'électrolyser, on récupère de l'hydrogène, de l'oxygène, avec ça, on peut faire du carburant fusée, où on peut respirer l'oxygène, on peut faire pousser des tomates, enfin, il y a énormément d'activités qu'on peut faire. Tout ça, c'était totalement inconnu à l'époque d'Apollo. Donc là, il y a vraiment une zone d'activité complètement nouvelle, assez révolutionnaire, et qui est pas vieille, ça fait pas très longtemps qu'on s'est rendu compte de ça. Et ça c'est vraiment la phase qui permet, si vous voulez, on passe de la zone de conquête, entre guillemets, à la zone vraiment d'exploration. J'y suis pour explorer, je n'y suis plus juste pas que pour ramener des cailloux ou mettre mon pied sur la Lune. Et puis après, à partir de ça, là, on peut commencer à parler d'exploitation. Ah, mais il y a des choses qui sont bien à faire sur place. Du coup, j'installe un module dans lequel je peux habiter 20 jours, et puis on est deux, et puis ça marche bien. On met 2 modules côte à côte, et en troisième, il y a un sas, on peut sortir, j'ai une voiture. Vous voyez, et là, c'est pas du village, mais c'est les prémices de base lunaire. Et ça, c'est tout à fait crédible. Alors, vous avez parlé de l'eau comme ressource sur la Lune à exploiter. Il y a nos internautes Rocky Racer qui parlent de l'hélium 3. On a beaucoup parlé de l'hélium 3. Qu'est-ce que c'est l'hélium 3? L'hélium 3, d'abord, c'est pas un produit lunaire. On ne l'a pas dans la roche lunaire. C'est un dépôt du vent solaire. C'est-à-dire un vent solaire qui vient, et étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, ce vent solaire se pose directement sur la surface de la Lune avec de l'hélium 3. L'hélium 3, donc c'est un type particulier de molécule d'atome d'hélium, qui serait, paraît-il, un carburant miracle pour les futurs réacteurs à fusion nucléaire. Fusion, vous vous souvenez, donc hydrogène plus hydrogène, on donne du plus gros, etc. Et ça dégage de l'énergie. C'est quelque chose qui est très prometteur depuis 50 ans, donc on espère que dans les 50 ans qui viennent, ça va marcher. On a un énorme réacteur en construction à Cadarache qui s'appelle ITER, qui, avec un peu de chance, va donner quelque chose de très bien. Et là, on peut utiliser différents types de carburants, le mieux étant probablement de l'hélium 3. Et l'hélium 3, on n'en a pas sur Terre. Et donc là, l'idée, c'est d'aller récupérer l'hélium 3 sur la Lune. À titre tout à fait perso, j'ai quand même un peu de mal à y croire, parce qu'il y en a des quantités infimes. Il faudrait labourer complètement toute la Lune. Quand je dis labourer, c'est labourer. Labourer, trier, sortir l'hélium 3, le ramener sur Terre. Oui, ça nécessite une expertise déjà bien établie. Et c'est quand même assez antagoniste de maintenir la Lune dans un état quand même correct. Je ne vais pas rentrer dans les traités de l'espace de 67 qui interdit mais bon, il y a pas mal de questions à se poser au niveau de ce type d'exploitation lunaire. Alors, on va rester un peu autour du pôle sud, la question du pôle sud. Donc, comme vous le disiez, sur le pôle sud, on a trouvé qu'il y avait de la glace, d'eau et donc des ressources. Alpha Centauri pose la question, pourquoi avoir choisi le pôle sud et non l'équateur ou le pôle nord de la Lune? Donc, d'évidence, il y a partiellement comme réponse la question de la présence de la glace d'eau. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois qu'il y a des questions d'ensoleillement aussi. Voilà, et alors il y a un truc qui est assez amusant, c'est quand on regarde au pôle sud, il y a des cratères, dont notamment le fameux cratère Shackleton, qui a comme particularité d'être suffisamment profond pour que son fond ne voit jamais le soleil. Il faut imaginer, donc le soleil vient de travers comme ça, le soleil est rasant au niveau du pôle sud, donc si vous avez à cet endroit-là un cratère qui est creux, le fond du cratère ne verra jamais le soleil. Donc l'eau qui est là, qui probablement a été déposée par des comètes à l'époque, n'a jamais vu le soleil, et donc reste sur place. Si c'était à l'équateur, à l'équateur, le soleil sublimerait, vaporiserait l'eau. Donc la particularité, le truc amusant, c'est les mêmes cratères sur les bords. Les cratères sont illuminés par le soleil en permanence.
Donc finalement, c'est une situation assez idéale. Vous êtes dans votre cratère. Quand vous êtes en haut, vous avez le soleil en permanence, donc toute la source d'énergie que vous voulez et tout. Et juste en dessous, vous avez de la glace. Il faut aller la chercher. C'est pas de la glace à whisky, c'est de la glace à 80 Kelvin ou 90 Kelvin. Il faut y aller au marteau-piqueur. Oui, mais le marteau-piqueur, il faut qu'il soit qualifié, capable de fonctionner à moins de 200 degrés. C'est pas évident. Ouais. Et le soleil, c'est pour les panneaux solaires qui fourniront de l'énergie. Pour les panneaux solaires, ou bien par exemple, on imagine des très grands des miroirs, tout bonnement, qui chauffent directement le fond du cratère. Et donc là, vous arrivez à vaporiser l'eau, enfin la glace qui est au fond. Et là, vous avez des miroirs refroidis qui récupèrent la vapeur d'eau et qui, comme le miroir dans votre salle de bain, fait que l'eau coule le long du miroir et vous la récupérez. C'est un peu comme le four solaire de Deyo de Perpignan. Absolument. Font remue, ouais. Alors, d'autres questions arrivent. Le décollage est toujours à l'heure. Alors, Arthur, qu'est-ce que tu nous dis de ça sur le décollage? Arthur, non pas Arthur de la NASA, mais Arthur de Sciences et Avenir, qui est donc notre vidéaste et qui s'occupe de mettre en scène ces images qu'on voit ensemble. Alors, la fusée est toujours... je pense qu'on est encore dans le hold-down, parce que le hold-down, normalement, devait durer jusqu'à moins 15. Enfin, 15 minutes avant le lancement. Donc, je pense qu'on est encore dans la phase de hold-down. Bon, alors, il y a une course à la Lune, et Rems LOL 44 Chicken demande s'il serait possible de concurrencer les États-Unis dans cette course. Pour concurrencer la NASA, serait-il possible que d'autres nations, de leur côté, rejoignent cette course à la Lune? Alors, de faire d'autres nations. Il y en a une, notamment. Ouais, c'est une excellente question. Il est très clair qu'aujourd'hui, à l'époque d'Apollo, c'était quand même la guerre froide entre eux, donc c'était les États-Unis versus l'Union soviétique avec la course à la Lune, etc. Là, c'est plus le cas avec l'Union soviétique aujourd'hui, mais c'est la Chine. Et la Chine qui prend le pas sur tous les domaines techniques, scientifiques, économiques et autres. Et la Chine est devenue extrêmement compétente en spatial. Ils font des trucs formidables. Vous avez probablement vu le petit selfie de Zhurong sur la surface de Mars qui fait coucou et tout. Enfin, ils sont en train de construire leur station spatiale, qui est une très belle station, et donc ils partent vers la Lune. C'est très clair. Ils l'ont affiché. Ils l'affichent à la chinoise en disant je ne sais pas quand on y va, mais on y va. Voilà. Et donc, on le fabrique. Donc, il y a un lanceur LM5DY qui est en cours de développement. Il y a le LM8, LM9 qui sera beaucoup, beaucoup plus gros et tout. Mais là, c'est mon interprétation perso. S'il n'y avait pas les Chinois, c'est possible que la NASA n'irait pas à la Lune. Donc, on n'est pas dans un cas de guerre froide, etc., mais disons plutôt de saine émulation. Donc, la question est très bonne. Effectivement, il y a la Chine. Et l'élément, je dis ça en rigolant, mais l'élément moteur pour la NASA aujourd'hui, c'est la crainte qu'un jour il y ait un taïkonaute qui vienne les voir avec le drapeau d'Apollo 11 en disant, au fait, vous avez oublié ça là-haut, on est sympa, on vous l'a ramené, et vous en faites pas, on a bien effacé les traces. Alors, il y a la question de la préséance et de savoir s'il y en a un qui va griller l'autre, mais il y a aussi aujourd'hui, parce qu'on a un autre rapport à l'exploration et à l'exploitation de la Lune, il y a la question des ressources, effectivement, sur la Lune. Et l'administrateur de la NASA a eu des déclarations il y a peu de temps, Bill Nelson, qui était un petit peu extrême ou va-t-en-guerre, je ne sais pas exactement, c'est pas la bonne façon de le qualifier, mais il disait on ne veut pas que les Chinois ils soient les premiers parce qu'ils pourraient très bien arriver justement sur le pôle sud et dire maintenant les ressources du pôle sud et la glace au premier chef, elles sont à nous, quoi. Oui, alors il y a deux éléments. Premièrement, je crois, mais là c'est mon interprétation perso, je pense qu'il faudrait demander à mon ami Philippe Coué, qui est vraiment un spécialiste au niveau Chine, mais je pense que les Chinois ne cherchent pas à être les premiers, ils cherchent à être. Ils vont y aller, et ce qui compte, c'est qu'ils y soient. Donc le truc, c'est il faut voir en 2030, ils y seront tous les deux. Voilà. Après, la question de l'appropriation des ressources, elle est très clairement mentionnée au niveau du traité international de l'espace, le fameux Outer Space Treaty, qui dit bien que les corps célestes extraterrestres sont res nullis, n'appartiennent à personne, sont les choses de personne. Vous n'avez pas le droit de vous l'approprier. Ouais. Et ça veut dire on n'imagine pas que quelqu'un dise ce cratère est à moi.
Bon, après, dire, attendez, là, ce gisement là où j'ai mis pas mal de sous avec des excavatrices et tout, okay, vous n'avez pas le droit de vous servir de mon excavatrice. Ça, oui. Okay. Et donc, c'est là où il y a toute cette limite de l'interprétation des traités. Et pour le moment, soyons francs, c'est quand même les Américains qui tordent le bras violemment au traité. Hein. Il y a eu un épisode fameux où ils ont quand même dit que le traité, il est applicable aux nations, pas aux individus. Et donc, quelque part, sous-entendu, si un individu veut y aller, un privé veut y aller, il pourra. Bon, alors on salue les internautes qui nous rejoignent. Keke Di Playa, Backdraft 5982, JP Beauregard TV. Bon, alors, vous voyez hein, qu'on a, on a en direct la vidéo également de la NASA. Je ne sais pas si nos internautes n'entendent pas le son du coup de la vidéo de la NASA. Hein. Peut-être qu'on pourrait l'avoir un petit filet pour avoir ce qu'on peut voir un cap canavéral. Ce qu'on voit là, le blanc, bien sûr, c'est le dégazage des réservoirs d'hydrogène. Il faut savoir que l'hydrogène est stocké à 22 Kelvin, donc moins 250 degrés Celsius. Ouais. Et donc, malgré les protections thermiques et tout, il s'échauffe à cause de l'échauffement, à cause de la température externe et autres. Ouais. Et donc, il bouillotte, donc il se gazéifie. Et quand il se gazéifie, il sort des réservoirs. Donc, il faut le laisser fuir quelque part, et puis au fur et à mesure parce qu'il y a la place. Exactement. Et donc on remplit, on rajoute de l'hydrogène au fur et à mesure. Donc ça, c'est les dégazages classiques dans les réservoirs cryotechniques. Mais justement, alors un mot sur ces fameux réservoirs et sur le type de combustible, comburant. Alors il y a toujours la difficulté aussi d'utiliser les bons mots, carburant. Là, on parle d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide. Est-ce que c'est du classique pour un lancement spatial? Alors premièrement, donc là on parle de propulsion fusée liquide bi-ergol. Ergol, c'est un fluide qui permet d'obtenir erg de l'énergie. Okay, donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc on va avoir un oxydant et un réducteur. Et évidemment, ça va être trop simple. Donc l'oxydant, on l'appelle également le comburant. Le réducteur, on l'appelle également le carburant. Donc c'est pas, dans votre voiture, vous n'embarquez que le carburant. Voilà. Le comburant, c'est l'oxygène de l'air. Okay. Là, il n'y a pas d'air. Donc on embarque dans les réservoirs, on embarque à la fois le comburant et le carburant. Voilà. Okay, donc il y a différents couples d'ergols. Le plus performant aujourd'hui, c'est oxygène liquide, hydrogène liquide, c'est-à-dire c'est celui qu'on retrouve dans le corps central et dans l'étage principal et dans l'étage supérieur. Donc si vous voulez, toute la base centrale du lanceur SLS est entièrement en oxygène liquide, hydrogène liquide. Donc là, vous répondez à la question d'Infinity Off 134 qui nous dit qu'il demandait si c'était du pétrole qu'il y avait dans la fusée. Bonjour à Elina 22. Le dégage de la fusée est-il reporté? Non, il est reporté. Au vu des infos qu'on a jusqu'à présent, il est toujours prévu pour un petit peu après 14h30, oui, c'est-à-dire dans un gros quart d'heure. Pipou nous pose la question suivante. Bonjour, en combien de temps la fusée atteindra la Lune ou ses environs? Oui, c'est une... Ah, alors oui, on a des... Ah, bah, très bien, vous avez l'entrée. Ben oui, absolument. Je pense qu'Arthur va les montrer en grand sur l'image. Mais c'est une mission de longue haleine. Enfin, ça se fait pas en 5 minutes. Alors, c'est étonnant. Et alors, soyons très, très francs, je ne sais pas trop pourquoi ils mettent tant de temps. Parce qu'ils mettent 10 jours. La mission peut durer 42 jours. Oui. C'est le chiffre que j'avais en tête. Ouais, alors que normalement, la durée classique pour faire c'est 3 ou 4 jours. Oui. On peut y aller entre 4 jours. Donc là, ils prennent finalement un peu le chemin des écoliers, avec une trajectoire très particulière. Alors après, quand on arrive du côté de Lune, ils ont une trajectoire un peu particulière. Et donc là, j'aurais tendance à dire que c'est... Donc là, ils vont mettre, je ne sais plus, 4 jours, je crois. Alors pendant que vous regardez, il y a par exemple le grand As qui dit quel programme cette fois sur la Lune. La mission, la Artemis 1, n'a pas vocation à se poser sur la Lune. L'idée, c'est d'envoyer une capsule qui s'appelle la capsule et qui va être en orbite de la Lune. Voilà. Plus tard, dans quelques années, ça se passe bien, cette capsule Orion, elle ne se posera pas sur la Lune parce qu'elle aura besoin elle-même d'un petit taxi qui sera peut-être fourni par Musk, peut-être par Bezos, et qui permettra de se poser sur la Lune
pour aujourd'hui. Oui, alors Tout à vous fait. parlez de la durée. Donc oui, là, alors, ils mettent 8 à 14 jours. Donc, c'est peut-être pour économiser le à 2 carburant. semaines. Non, parce qu'une fois qu'ils sont partis vers là, finalement, c'est une question de trajectoire. Je pense que c'est plus au niveau du choix de l'orbite finale qu'ils vont avoir. Hein. Bon, et puis après, ils ne sont pas pressés, il n'y a pas de bipède à bord, donc ils en profitent. C'est tout comme la trajectoire qu'ils vont suivre également. Merci Arthur pour l'image, là, et où on voit que l'orbite qu'ils vont mener autour de la Lune est assez spéciale également, puisqu'elle va jusqu'à 70 000 km de distance par rapport à la Lune. Oui. Alors que d'habitude, on est à 200, 300 km. Si vous voulez, là, on est à 70 000, oui, avec une orbite qui est très, très particulière. Donc, je pense que c'est pour tester plein de conditions différentes. Le 70 000 à la fin, c'est pour essayer de maximiser la vitesse de rentrée dans l'atmosphère à la fin, de manière à vraiment tester dans des conditions extrêmes le bouclier thermique. Mais alors, bon, on va prendre la question d'Ironfly 500 là, dans 2 minutes, parce qu'il reprend lui-même une question de notre internaute. Mais il y avait la question des mannequins, parce qu'effectivement, dans la capsule, il y a des mannequins. Ces mannequins, ils ne sont pas simplement là pour faire du buzz, c'est parce qu'ils sont aussi bardés, si j'ai bien compris, comme l'internaute, ils sont bardés de capteurs pour qu'on puisse évaluer les contraintes sur le corps. Hein, oui, tout à fait. C'est comme les crash tests de nuit dans les voitures quand on les crash. Ouais, hein, ouais. Là, c'est pareil. Donc là, c'est vraiment, ils sont dans le fauteuil, si vous voulez, ils sont sanglés exactement comme le seraient des vrais astronautes. Et puis après, vous avez, je sais pas, par exemple, vous avez un accéléromètre au milieu du front, de manière à vérifier comment le front réagit au moment du décollage. Alors la question qui était reprise là, c'était sur le. Tu peux la retrouver, Arthur? C'était la question sur le poids de la SLS. C'était une question qui disait, qui était une reprise. Alors c'est Ironfly 500 qui pose cette question qui avait été posée une première fois par Mint Berry Crunch. Le SLS a environ la même capacité de lancement que Saturn V, mais la mission Apollo embarquait en plus un moyen d'allunir. Qu'est-ce qui pèse plus lourd dans le vaisseau? Non, là, je crois SLS n'a pas la même capacité de lancement, presque la moitié vis-à-vis par rapport à la Lune. Hein, je crois que, par exemple, la SLS, alors, la version de SLS qu'on teste aujourd'hui, qui s'appelle la SLS 1A, est capable d'envoyer 28 ou 30 tonnes vers la Lune, alors que Saturn V, c'était 50. Alors, on a un internaute qui veut vendre son rein, mais alors on n'est pas preneur. Mais par contre, il pose la question du prix de la mission. Oui. Alors là, c'est un gros chiffre. Hein. C'est plus que les 2 € du rein d'Infinity. Oui, à 1 milliard près. Ouais, 1 milliard, 1 milliard, combien? 1 milliard non, je crois que c'est 2,2 milliards pour le lanceur et 1 milliard pour la mission complète. Et alors ça, c'est un ordre de grandeur. C'est un prix qui a explosé, qui s'est emballé entre le moment où on a décidé de cette mission et aujourd'hui, où la navette coûtait très très cher. La navette coûtait, oui, tout à fait, plus d'1 milliard par vol à la fin. Ouais. Et puis c'est tellement antinomique avec le moment la notion de très très cher, il faut toujours relativiser un tout petit peu, si vous me permettez. Allons-y. J'aime beaucoup le chiffre d'affaires de la voyance et la taromancie en France, 3,5 milliards par an. Juste en France, par an. Okay, donc, vous voulez, après, là, on parle d'une mission. Il faut bien comprendre, c'est quand on parle de milliards là-dedans, le matériau lui-même représente peanuts, représente rien du tout. Là, ce qu'on paye, c'est bien les salaires des ingénieurs, chercheurs, techniciens, juristes, etc. C'est vraiment, on fait fonctionner, on est dans une économie de progrès, quelque part, où on cherche à faire des... vous voyez, c'est pas juste, je vous fais un truc de milliards. C'est vraiment, c'est fondamental de comprendre que c'est vraiment, c'est du rêve pour les nouvelles générations et autres, et on avance. Alors, pour autant, alors, je comprends bien. Je dis juste qu'il faut faire attention, le milliard, c'est trop facile de comparer avec le coût quotidien. Je crois que la nourriture pour chiens, c'est 4 milliards par an. Voilà, donc mais alors néanmoins, est-ce que c'est pas en dissonance avec l'époque où justement l'espace a connu un coup de boost ces dernières années parce qu'on a introduit la question du low cost, quoi, en quelque sorte, avec les fusées réutilisables, avec ce qui coûte moins cher. Et là, finalement, on est en train de tous célébrer parce qu'on est content qu'elle parte cette mission, hein, tous. Mais on est en train de célébrer une mission qui était à un tarif qui est plus
dans l'ordre de ce qu'on a connu dans l'ancien temps, quoi. Là, sans aller dans des philo qui m'échappent complètement. Mais à nouveau, low cost, il faut se méfier de notion de low cost. Ça veut dire le Falcon Heavy de Falcon 9, c'est formidable, c'est vraiment low cost, c'est juste 150 millions. Oui. Bon, 150 millions, c'est pas, donc il faut vraiment relativiser. Ce qui est fondamental de comprendre, mais c'est dépenser 1 euro qui ne sert à rien, c'est nul. Okay, de la façon, on le comprend bien. Donc la question, c'est vraiment comprendre à quoi sert cet argent, à quoi servent les budgets. Là, je vois vraiment, par exemple, le budget du CNES, on a un très très beau budget, qui est fondamentalement l'environnement, l'espace pour tous, pour comprendre comment fonctionne la Terre, comment, malheureusement, on a l'occasion de voir tous les jours, hein, comment comprendre au niveau environnemental, etc. Là, c'est pareil, là, on est en train de, alors c'est un domaine qui est un peu plus disjoint, mais on est en train de, c'est des progrès, c'est de la science. Hein. Alors, on est avec Christophe Bonal, qui est expert au CNES, l'Agence spatiale française, spécialiste des lanceurs. On le remercie d'être avec nous, hein, parce que vous nous expliquez tout ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer dans une dizaine de minutes maintenant avec le collège de la SLS. Il y a Reski qui connaît vos travaux. J'ai vu le mot débris. Voilà, merci pour vos... Oui, alors vous travaillez sur la question des débris spatiaux. Je pensais y échapper aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, il vous remercie. Moi, je ne vois pas la question. Enfin, on la reverra peut-être tout à l'heure. Est-ce que c'est dangereux pour l'homme, demande le grand As, d'aller dans l'espace avec la question des radiations? Et effectivement, ça, c'est une problématique majeure. Alors, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire que, primo, je ne suis pas compétent, bien évidemment. Secondo, pour aller vers la Lune, c'est quand même court. La Lune, donc on peut se prémunir, les radiations ne sont pas terribles, on passe les ceintures de Van Allen une fois, à l'aller, une fois au retour. Bon, on prend, hein, mais c'est pas délétère comparé à Mars. Mars, il y a quand même la question des radiations vers Mars, c'est autre chose. Mars, on parle d'un voyage de 9 mois pour y aller, 9 mois pour revenir. Bon, il y a des techniques pour se blinder et autres. Après, il y a les radiations et il y a les éruptions solaires. Les éruptions solaires, c'est-à-dire les coronal mass ejection, ça c'est autre chose. Parce que là, c'est vraiment la bouffée de chaleur du soleil, et où là, bon, ça peut vous griller bien. Heureusement, il y en a quand même rarement, mais il y en a eu encore récemment, si vous avez suivi, il y a quelques mois. Okay. Et là, il y avait une mission Apollo où ils sont passés à 2 jours près, je crois, d'une CME. Et là, ça peut être dangereux. Mais maintenant, il y a des techniques, on arrive à s'en protéger quand même. Alors, bonjour aux internautes qui arrivent, Enza02, Zolibest 94, on est plus de 500, vous êtes plus de 500 à nous suivre là pour ce direct, c'est très sympa. Je précise pour ceux qui arrivent en chemin, qui n'ont pas vu le début et qui voudraient écouter les premières interventions de notre invité Christophe Bonal, ingénieur au CNES, que l'entièreté de cette vidéo sera diffusée dans les jours qui viennent sur le site web de Sciences et sur la page YouTube de Sciences et Avenir. Donc là, on est sur Twitch, puisque Sciences et Avenir a une chaîne Twitch depuis peut-être 2 ans maintenant. Et évidemment, je vous engage à vous abonner pour savoir quels sont les prochains directs que nous ferons. Alors évidemment, ce direct-là, il est très particulier parce qu'on est un petit peu sur des charbons ardents à mesure que le compte à rebours s'égrène, puisque la SLS devrait partir d'ici un petit quart d'heure. Apparemment, il y a un problème de son qui s'accade, mais peut-être qu'Arthur va arriver, Arthur, notre vidéaste qui fait la régie de ce Twitch, va arriver à corriger cela. Alors, la question de Reski était super intéressante, nous dit Plaisir Itio, des pseudos très compliqués sur Twitch. Est-ce qu'on pourra regarder à travers la capsule tout au long du voyage? Ah oui, parce que ça va être un instrument de communication évidemment terrible. On est habitué, on a le souvenir des images de la Lune avec le programme Apollo, mais donc il faut répéter que depuis 72, plus personne n'est allé sur la Lune. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'attendre à des images, 16/9, ça va être une qualité extraordinaire? Il peut y avoir des très belles images, mais c'est pas l'objectif premier. Et notamment, la NASA a envoyé autour de la Lune des sondes d'observation, je pense à la LRO, Lunar Reconnaissance Observatory, qui est absolument phénoménale, qui arrive à avoir une précision sur le sol lunaire meilleure que ce qu'on arrive à avoir en général comme précision sur le sol terrestre. Pourquoi? Parce que la Terre, on est brouillé par l'atmosphère. Sur la Lune, il n'y en a pas. Je pense que vous connaissez probablement. Allez taper sous Google LRO
et vous cherchez les images, par exemple, d'Apollo 17 ou Apollo 16, vous voyez bien sur la Lune traces de pas des astronautes. On arrive à suivre exactement les traces de pas des astronautes. On voit les restes de la Jeep, on voit le bas de l'EM, etc. Là, c'est pas l'objectif du tout. Par contre, il est clair qu'il y aura des caméras, bien évidemment, ils vont présenter, mais ça ne fait pas partie des objectifs de bon fonctionnement du lanceur, si vous voulez, ni même d'Orion. Et on peut voir dehors tout le temps, sauf quand il y a la coiffe par-dessus, donc là, dont on parlait tout à l'heure, l'espèce de petite coiffe avec le système d'abord qui est au-dessus, là, les petites fusées au-dessus, donc qui sont séparées au bout de 3 minutes, je crois. Et là, donc, pendant les 3 premières minutes, non, il n'y a pas de vue vers l'extérieur. Alors justement, peut-être que, puisque vous parlez, Christophe, de la capsule, du sommet du lanceur, on peut peut-être, comme on arrive à quelques dizaines de minutes du lancement, il y a une question d'un internaute qui disait combien d'étages cette fusée. On en a parlé un petit peu au début de ce direct, mais peut-être que vous pouvez nous reprendre un petit peu le déroulé, le profil, le panorama de cet immense lanceur qu'est le SLS. Malheureusement, il n'y a pas de terminologie correcte globalement. Parce qu'on dit, pour certains, le premier étage, c'est les 2 boosters. Deuxième étage, c'est le bas du corps central. Troisième étage, c'est l'IPCS, l'étage supérieur du corps central. Bon, après, on peut dire, oui, mais les boosters, en fait, c'est 2 étages. Donc, dans ce cas, on fait 1, 2, 3, 4. Et puis après, on peut dire le premier étage, en fait, c'est le corps central parce que c'est lui qui est allumé avant les 2 boosters. Oui, donc c'est un truc quand on parle. Donc nous, généralement, on évite de parler de premier étage ou deuxième étage et autres. Donc il y a 2 étages à propulsion solide. Les deux côtés, gros, là, les deux blancs, là, on voilà, les voit, on en devine un. Voilà, un très gros central orange et avec donc surmonté par un cône qui fait le lien avec un plus petit, qui s'appelle l'IPCS, qui ne fait que 5 mètres 20 de diamètre au-dessus, et surmonté lui-même par la capsule Orion. La capsule, elle est sur l'IPCS. Ouais, et l'IPCS, c'est quoi littéralement? Intérim, parce que c'est un étage intérimaire, ouais. Cryotechnic Stage, Propulsive Cryotechnic Stage. C'est quelque chose qui fait une zone tampon, quoi, entre la charge utile et... Non, c'est un vrai étage. C'est un vrai étage. C'est l'étage supérieur du lanceur. Et donc, il est intérimaire parce que pour le moment, il est un peu petit. C'est un étage qu'ils ont piqué sur le lanceur qui est le Delta 4. Ouais. Delta 4 Heavy. Donc, c'est déjà un bel étage, mais il est beaucoup plus petit que celui qu'ils voudraient avoir par la suite, notamment pour le SLS Mark II, où là, ils sont en train de développer un nouvel étage beaucoup plus gros, quadrimoteur. Là, il n'y a qu'un seul moteur, et qui permettra de passer à une performance beaucoup plus élevée, du genre 130 tonnes en orbite basse au lieu de 70 aujourd'hui. Alors Bletch CHZ nous remercie, intervenant de qualité. Merci Christophe Bonal de nous faire vivre lieu de qualité. Ce moment historique. C'est quand même un moment historique. Si ça décolle, ouais. Si ça décolle. À quelle distance sont les salariés de la NASA qui participent au lancement, demande Fizom. Alors, je ne saurais pas répondre très précisément. Je sais qu'à Kourou, on ne peut pas être plus près que 3 km. D'accord. Ceux qui connaissent Kourou, le plus près, c'est la zone Touban, qui, je crois, est à 3 km, 3 km et demi. Là, étant donné que le lanceur est un peu plus puissant, donc à une altitude à... donc, ce qu'on craint, évidemment, on craint... Oui, qu'est-ce qu'on craint? Pourquoi est-ce qu'ils doivent être éloignés? On craint un échec au lancement qui peut se traduire par une explosion. Donc, une explosion, ça veut dire une boule de feu. Donc, ça peut avoir un effet déjà de thermique. Bon, mais qui est relativement limité. Ça peut projeter des débris un peu partout, des shrapnels un peu partout, mais là, bon, 3 km, on commence à être loin. Et enfin, ça peut faire un dégazage, c'est-à-dire ça peut envoyer des gaz toxiques un peu, alors bon, là, il n'y en a pas forcément trop, mais un peu. Et alors ça, par contre, ça, on s'en couvre en ne tirant que si le vent est dans la bonne direction. Voilà. Okay. Et là, donc là, les spectateurs sont de l'autre côté de, je pense que c'est la Banana River, oui. Qui sépare le Kennedy Space Center de la zone ouest. Et donc, j'aurais tendance à dire, mais là, je vais me faire reprendre par tout le monde, j'aurais tendance à dire qu'on est à 3-4 km, 4 km. Bon, merci 669 pour son message sympa. Alpha Centauri pose la question, pourquoi l'Europe n'envoie-t-elle pas des hommes sur la Lune alors qu'elle a les moyens techniques et financiers de le faire? Bon, peut-être que... Oui, c'est primo. Il va vite, là, peut-être, non, Alpha Centauri? Oui. Primo, l'Europe. Ah oui, l'Europe est présente quand même sur cette mission, il faut le dire. Je ne sais pas ce que veut dire l'Europe. C'est-à-dire, nous sommes
nous sommes la première puissance mondiale, etc., etc. Donc, quand on dit elle a le moyen de le faire, oui, c'était si on était une Europe fédérale idéale, etc., et tout le monde est copain et tout le monde bosse ensemble. Bon, malheureusement, la vie vient de montrer que c'est pas tout le cas. Okay, bon, mais on a un élément majeur qui est le service module, donc c'est-à-dire le module de service, pardon, de la capsule Orion. Voilà. Et ça, c'est quelque chose à ne pas rater. C'est la première fois que la NASA, c'est la première fois que les Américains confient à des non-Américains un étage, quelque chose d'aussi fondamental, d'aussi vital pour la mission. C'est-à-dire, si on n'était pas là, si on était en retard, si notre étage marchait pas, etc., ça plante tout. Ça plante toute la logique Artemis, ça plante les Américains sur la Lune, ça plante et ça, c'est fondamental. Ça, c'est vraiment la première fois. Donc ça, ce service, il est fait par, donc c'est un service de maîtrise d'œuvre ESA, évidemment. L'Agence spatiale européenne. Tout à fait, maîtrise d'ouvrage, et puis fabriqué par Ariane Group. Donc ça veut dire que là, sous la coupe blanche que l'on voit là dans cette caméra qui prend l'image vue de haut du lanceur, en dessous de cette coupe, on l'a dit, il y a la capsule Orion qui, dans le futur, accueillera les astronautes, et aujourd'hui, il n'y a que des mannequins à l'intérieur d'Orion. Et Orion a besoin d'une motorisation, a besoin d'énergie. Cette source d'énergie, elle est faite par un dispositif qui a été fabriqué par l'Europe. Et qui est un étage, on parlait tout à l'heure du nombre d'étages, lui aussi, il ne faut pas l'oublier, il est là, il a 8 tonnes d'ergol, et donc c'est un vrai étage. Donc effectivement, si on reprend sous l'espèce de coquetier blanc qu'on voit, en dessous on a le cône de la capsule Orion, en dessous de la capsule, donc avec à la base son bouclier thermique pose sur le haut de l'ESM, European Service Module, qui est un vrai étage avec son moteur en dessous. Et l'ESM est posé sur l'IPCS. Alors vous avez dit, Christophe, tout à l'heure que la Chine est une compétitrice d'importance pour la course à la Lune en ce début du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'il en est de la Russie? Alors il y a le contexte, c'est plus la guerre froide, mais enfin on est dans un contexte politique qui n'est pas beaucoup plus heureux. Est-ce que la Russie pourrait aller sur la Lune? Joker? Non, bon, allez. Non, la Russie, il suffit de lire les journaux pour voir un peu les problèmes qu'il peut y avoir. Donc la Russie avait mis une priorité assez forte sur un très gros lanceur qui s'appelait Yenisei, qui effectivement était tout à fait de cette classe-là. Et pour le moment, ils ont laissé tomber. C'était quand ça? C'était jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Je pense que Yenisei a été abandonné il y a 2 ans. Ah, quand même. Voilà. D'accord. Et donc, pour le moment, non, ils n'ont pas de velléité d'y aller. Alors, ce qu'ils prévoient de faire, c'est de s'associer autant que possible avec les Chinois. Voilà, et notamment dans un projet de station au sol sur la Lune. C'est possible. Donc après, si vous voulez, ils ont... Alors après, par contre, ça cache la moitié de la question, c'est est-ce qu'ils en sont capables? Oui, tout à fait, demain. Ils ont toutes les technos, les Russes sont très forts en spatial, en astronautique, comme ça, et on maîtriserait toutes les technologies. Mais bon, il leur manque la volonté s'exprimant en nombre de roubles. Donc, oui, souvent c'est... Voilà, ouais. Alors Christophe, d'après le chat, nos internautes ont lu qu'un premier retard de 25 minutes était annoncé par la NASA. Arthur, chez nous, la Science et Avenir, au pic du chef, donc c'est bien le cas. Est-ce qu'on a des infos sur les raisons de ce retard? Oui, tout à fait. D'hydrogène, vas-y Arthur. Alors, comme l'a indiqué Doudou Guada, en fait, ils ont un problème sur le moteur 3. Donc, ils ont prolongé le hold-up, du coup, ils vont presque voir, dans pas très longtemps, je pense, revoir le planning. Mais on attend des nouvelles. C'est ce qu'a annoncé la NASA dernièrement, il y a 20 minutes. D'accord. Donc le moteur 3, c'est sur le corps central, et il y a 4 moteurs en bas qui sont ce qu'on appelle les RS-25, qui sont les anciens moteurs de la navette américaine, et qui d'ailleurs ont tous déjà volé. La somme des 4 moteurs a déjà fait 25 vols.
Vous voulez dire que ce sont des modèles qui ont déjà volé, qui ont été remis à neuf et qui repartent recyclés, voilà. Ah, on est déjà dans une forme de recyclage. Absolument. Ben, vous savez, les RS-25 les moteurs de la navette étaient réutilisables. Hein. Certains ont fait jusqu'à 21 vols, je crois. Hein. Donc là, c'est l'un de ces 4 moteurs qui apparemment a un petit problème. Alors, est-ce qu'un problème, on va pas faire Madame Irma là, puisqu'on a parlé de carton ancien tout à l'heure, mais est-ce qu'un problème comme celui-là qui intervient et qui provoque un retard d'une vingtaine de minutes au décollage, est-ce que c'est quelque chose de classique ou c'est déjà le signe qu'il faut s'attendre à un report du lancement? Non, c'est extrêmement classique. Je veux dire, plus c'est compliqué. À la limite, moi, j'interpréterais ça presque avec optimisme, hein, en disant, bon, si c'était un vrai problème, il y aurait déjà report du lancement. D'accord. Donc là, s'ils disent 20 minutes, c'est qu'ils ont bonne confiance quand même souvent, c'est, tiens, il y a une vanne qui sait pas, le truc, on connaît bien, la vanne qui devait s'ouvrir en 1 dixième de seconde, elle a mis 2 dixièmes de seconde à s'ouvrir. Ouais. C'est pas bon, donc on essaie de comprendre pourquoi la vanne est traînarde et... Alors, on va prendre la question de Reski, là, c'est une question que Reski a posée un petit peu avant déjà. Elle disait quels sont les risques qui pourraient prémunir tout crash, toute collision entre la fusée et des débris spatiaux, justement? Oui, ça c'est facile. C'est un vrai problème, ça. Hein, un vrai non, problème. Pas dans cette version-là, parce que là, justement, les débris spatiaux, il y en a plein, mais il y en a très peu, en fait. Il y en a très peu. L'espace est vide. Alors, je vais prendre une image que j'aime bien. Si vous prenez à l'endroit le plus dense au niveau des débris spatiaux dans l'espace, vers 800 km d'altitude, si vous prenez une boîte qui fait 100 km sur 100 km sur 1000 km, là-dedans, il y a un débris de la taille du poing. C'est tout. Donc, il faut vraiment avoir une belle chance terrible pour se le payer au passage. Donc, ma réponse, c'est non, il n'y a aucun risque pour une mission jusqu'où on ne fait que passer. Là où il y a des risques, c'est quand on y reste pendant 10 ans. Là, par contre, pendant 10 ans, forcément, pendant 10 ans, avec tous les débris, là, la probabilité... Là vous parlez du scénario d'un satellite qui est pendant 10 ans aujourd'hui, autour de la Terre. Si vous lancez un nouveau satellite, un nouveau gros satellite, il a 8% de chance de mourir d'un impact de débris pendant sa vie. Là, par contre, alors, il ne faut jamais dire jamais, mais la probabilité est extrêmement... Mais là, c'était... Moi, j'avais... Ça corrige une idée reçue que moi, personnellement, j'avais en tête, parce que je pensais que aujourd'hui, la quantité des débris en orbite de la Terre était telle que envoyer une fusée, un lanceur comme celui-là, ça devenait aussi compliqué que pour un moucheron de passer entre les mailles d'une raquette de tennis pendant ce match de Nadal ou compagnie. Pas du tout. Tout dépend complètement. Si vous voulez, si votre nuage de débris est comme ça, horizontal, et que vous volez comme ça, là, vous n'avez aucun risque. Par contre, si vous volez et que vous allez précisément vous mettre dans cette altitude-là avec votre lanceur ou avec votre satellite, là, vous avez vraiment beaucoup de problèmes. Alors les boosters, est-ce qu'ils retombent dans l'océan? Est-ce qu'ils sont ramassés par la NASA? Est-ce qu'ils vont connaître une deuxième vie c'est l'autre, une deuxième vie à la Musk, façon Musk. Je ne crois pas que ce soit tellement le scénario. Hein, là. Non, du tout. Non. Donc, ce qu'ils vont faire, ils ne sont pas récupérés. Il n'y a pas de parachute. Déjà, parce que les parachutes, c'était très lourd et que ça faisait perdre énormément de performance. Secondo, ils retombent dans l'Atlantique au bout de 5 minutes après le décollage. Ils ne sont pas récupérés. Alors, savoir s'il y aura un bateau de pêche qui traîne par là pour voir, notamment pour éviter qu'il y ait un bateau de pêche chinois qui traîne dans les coins. Donc, je dis ça en rigolant, mais c'était un truc qui nous était arrivé à Kourou, où on avait des bateaux de pêche non français qui se concentraient sur les zones de retombée des étages. Voilà. Bon, mais là, mauvais, là, j'ai l'impression, Christophe, hein, j'ai l'impression que ça sent mauvais. Là. On a des messages qui évoquent une annulation du lancement. Question de débutant. Depuis la France, si on regarde dans la direction de la Lune, est-ce qu'on peut voir quelque chose avec des jumelles ou un télescope? Au télescope, il faut un bon télescope, mais je pense... je vais dire les objets qu'on voit, je sais pas, disons si on avait, ça se calcule, mais un objet qui fait 10 mètres à peu près, hein, le pouvoir de résolution c'est 1,22 lambda sur 2 heures. Donc ça dépend, donc il va bien. Je crois que les travaux va voir ce genre de détails sur la Lune, mais il faut un certain télescope. Bon, alors ça a l'air d'être opportun.
C'est le cas, hein, Arthur. Alors pourquoi le 2 pourquoi le 2 et pourquoi pas demain? Et alors là, il y a une histoire de configuration aussi céleste, quoi. Hein, c'est la position de la Lune par rapport à la Terre. Oui, mais après, peut-être qu'en fonction des anomalies qu'il détecte, je veux dire, il y a des choses, alors là je parle avec ma casquette AR5, mais il y a des choses où on sait que on sait le réparer directement sur la zone de lancement. Quoi. Ouais. On envoie un collègue, il va rebricoler. Ouais. On va travailler ça et puis on est capable de partir le lendemain. Puis ici, non, mais c'est quand même un peu plus sérieux. Il faut retourner au bâtiment d'assemblage final, pour nous, au VAB. Oui. Là, c'est tout à fait autre chose. Parce que là, on parlait donc de la table de lancement. S'il faut revenir avec le crawler, qui est un énorme véhicule qui va lever la table et revenir au bâtiment d'assemblage, c'est pas ça. Il faut 6 heures. Là, il va falloir une journée pour revenir au bâtiment. S'il faut déposer le moteur, le remplacer par un autre, en fait, etc. Donc disons juste, si c'est pas pour demain, donc déjà le premier truc, c'est pas réparable dans les 2 heures du créneau de tir d'aujourd'hui. Je ne pense pas que la date soit dictée par la position de la Lune comme ça, mais en fait, il faudrait voir, mais je ne pense pas, parce qu'après, finalement, ils n'ont pas beaucoup d'autres contraintes que juste la position de la Lune, donc... Alors, ouais, c'est confirmé, hein, donc ouais. le report a été acté. Pour le 2, c'est-à-dire, quand est-ce que le 2? Vendredi, non? Donc ce type d'annulation, c'est assez, ça arrive tout le temps. Hein. On s'était dit, oui. 80% de chance. On fait un pari sur l'avenir, là, oui. Voilà, oui. Et c'est pas forcément la dernière, hein, on est d'accord. Ça peut être décalé. Faut comprendre. Ils ne jouent pas à la roulette. Hein. Ouais. Ils ne jouent pas à la roulette. Ils ne partent jamais si c'est pas à 100%, ouais. à 100% bon. Hein. Tout doit être impec. Et donc ils y vont une fois qu'ils ont une confiance totale que cette fois-ci ça devrait y aller. Ils ont réparé tout ce qui était en connaissance. Puis après, on tombe sur les aléas, l'inconnu et autres. Hein. Et donc on repart. Il y a eu des fois, je ne sais plus, est-ce que c'était le lancement de. C'était le lancement de notre deuxième astronaute, donc pas Chrétien, mais le deuxième. Allez, ouais. Non. Ça va me revenir. Mais je crois qu'il a eu 8 reports de tir. Ah, c'est notre ami Clairvoy, peut-être? Non, lui, il était plus tard. Allez, ouais, bon, ok. Mais allez, il me semble que le départ du Crew Dragon dans lequel il y avait Pesquet a été décalé aussi. Bon, écoutez, là, merci à tous. Vous commence à partir. Ben oui, alors écoutez, on vous remercie pour cet afflux de questions. Je crois que vous avez été très nombreux à nous suivre, ce dont on vous remercie. Merci 1000 fois à Christophe Bonal. Christophe, j'ose pas vous demander ce que vous faites le 2. C'était un plaisir. Oui, j'avais pas regardé encore. Qu'est-ce que vous faites le 2? J'ai pas regardé encore. J'ai regardé. Bon, on en reparlera. Ah oui, Arthur, vas-y. Oui, donc effectivement, oui, il y a une dépêche de l'agence France Presse qui vient de tomber, en effet, donc la NASA a officiellement reporté pour problème technique. Donc apparemment, c'est principalement le problème qui a été analysé et ils se sont rendus compte qu'il fallait un peu plus de temps que juste la fenêtre de 2 heures qu'ils avaient prévue pour le lancement pour pouvoir lancer la fusée dans des bonnes conditions. Ouais. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est quand le lanceur est à l'extérieur, comme ça, sur sa table, relié, on ne peut pas, par exemple, démonter un moteur. Enfin, peut-être il y a des procédures qui permettraient de le faire, mais c'est excessivement complexe. Quoi. Alors, merci 1000 fois, Christophe Bonal, donc ingénieur au CNES. Merci à celui qui vient de me rappeler le nom de Patrick Baudry, bien sûr. Patrick Baudry. Ah, bien sûr. Merci. Merci le chasseur. Voilà. Écoutez, on va voir comment on relaie cet événement le 2 septembre. Le site de Sciences et Avenir, vous le savez, c'est l'actu des sciences en temps réel, donc on y sera forcément sous une forme ou sous une autre. Merci aux internautes, merci Christophe. À tous. Merci beaucoup, merci de votre accueil, c'est extrêmement sympa. Bon, c'est sympa. Oh oui, tout à fait. Merci Arthur. Et à bientôt. Salut à tous. Au revoir. Ciao.